Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première émission de la saison 4, après un été torride. J'espère que vous avez passé d'ailleurs de bonnes vacances, vous n'avez pas trop fondu au soleil, etc. Parce que c'est vrai qu'on a eu un été quand même relativement chaud. D'ailleurs, il n'est pas terminé, hein, donc tout est encore à prévoir. En tout cas, voilà, je suis vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, donc très heureux de vous retrouver. Et puis surtout pour une superbe émission aujourd'hui dans cette rubrique paranormale que vous aimez toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, donc de NDE et d'abduction, d'enlèvement extraterrestre. Il y aurait apparemment des liens. Et pour ça, aujourd'hui, j'invite quelqu'un que vous connaissez, Thierry Rodan, qui est déjà venu quand même pas mal de fois sur la chaîne. Comment vas-tu, Thierry ? Très bien, comme d'habitude, hein, on va bien. Pas trop chaud ? Un petit peu, mais bon, on en a vu d'autres. Exactement. Alors voilà, tu vas nous présenter encore un sujet, encore très intéressant, comme d'habitude, quand tu viens à chaque fois. Hein. C'est pour ça que j'aime t'inviter, les auditeurs, d'ailleurs, je pense, aiment t'écouter. Et surtout, tu apportes effectivement chaque fois des sujets, des thèmes, en général ufologiques ou pas. Hein. On avait effectivement tourné, si tu te souviens, donc, cette fameuse émission sur les walk-in. On va en reparler parce qu'il y a peut-être pourquoi pas des liens avec le thème d'aujourd'hui. Tu avais également tourné une émission sur les runes, sur la spiritualité, sur les écritures extraterrestres, et ça tombe très bien, puisqu'aujourd'hui, on va reparler d'extraterrestres quelque part, avec ce fameux phénomène des NDE, donc les EMI, les fameuses expériences de mort imminente. Voilà. Alors c'est un sujet donc, que tu as déjà développé il y a quelques années, tu as même écrit un article, et donc je pense que tu as pas mal de choses à nous dire comme d'habitude. Mais oui, en fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que moi-même, quand j'étais un jeune adulte, j'ai vécu ce qu'on appelle une noyade, Alexis. Donc j'étais jeune instituteur et voilà, j'étais avec ma classe un jour en balade. Et il se fait que voilà, j'avais demandé à mes étudiants de s'éloigner du bord, mais c'est le professeur qui est tombé à l'eau. Et donc j'ai vécu un début de noyade. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, bon, ce n'est pas une NDE, mais ça m'a quand même éveillé à quelque chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on vit une pleine conscience. Donc il y a vraiment, c'est très rassurant, on a vraiment quelque chose qui nous dépasse. Il y a d'abord une envie de survivre, une envie de se rattraper, et puis il y a quelque chose qui fait que vraiment il y a une super conscience qui s'installe. Et j'ai vu effectivement ce qu'on dit, ce fameux défilé de ma vie. Donc j'ai vraiment vu ce rebobinage, comme s'il y avait une mémoire qui se concentrait à un moment donné avant de partir ailleurs. Évidemment, moi c'était une expérience très courte dans le temps, mais ça m'a donné une envie d'étudier des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des expériences de mort clinique. Et bon, sur ma petite carrière d'ufologue ou de chercheur en paranormal, j'ai quand même réussi à concocter, à trouver, à collecter une quarantaine de récits quand même. Et je peux dire en tout cas que je suis très persuadé que c'est une réalité. Il y a vraiment quelque chose qui nous attend au-delà de cette existence. Les NDE, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment certain. On a étudié des NDE maintenant sur des groupes très spécifiques. Des NDE avec des enfants. Qu'ont vécu les enfants qui ont vécu une NDE ? Il y a vraiment des enfants qui dessinent en décorporation des salles où ils ont été opérés, des choses comme ça. Il y a aussi par exemple les aveugles qui ont vu pour la première fois. Il y a des études très spécifiques maintenant sur les gens qui ont une NDE et qui étaient pourtant des aveugles et qui voient, ils décrivent pour la première fois ce qu'il y a. Ou par exemple des malades du sida qui sont décédés et après une NDE, curieusement, le virus a disparu. Ah oui. Il y a des gens qui, après une NDE, reviennent guéris. Et d'ailleurs, dans les collections de témoignages que j'ai pris sur les NDE, on verra aussi qu'il y a aussi des conséquences pour les gens qui ont vécu des abductions, on voit qu'il y a des choses qui changent. Il y a par exemple beaucoup de gens qui, leur montre se détraque, les lampes chez eux ou bien l'électricité a des problèmes, et aussi par exemple des personnes ont des capacités de voyance. Oui, c'est ça. Et j'avais un garçon qui s'appelait Pietro, qui a eu l'opération des sinus, qui a mal tourné. Et c'est quelqu'un qui avait développé des dons de voyance après sa mort clinique. Et quand il te prenait la main, il pouvait te décrire des choses qui allaient t'arriver dans ton futur. Donc c'est vraiment des choses que j'ai pu expérimenter. Dernièrement, il y avait une fille, une Parisienne, je ne cite pas trop de noms, qui avait vécu aussi, elle était tombée d'un arbre, elle était tombée dans le coma, quand même pendant plusieurs mois. Et à son réveil, elle a développé des capacités de voyance. Elle a même prédit, elle a même fait des efforts par rapport aux autorités. Elle a par exemple décrit les attentats du Bataclan, elle a plusieurs choses qu'elle a pu voir, des événements du futur suite à sa NDE. Donc ça c'est quelque chose, Alexis, que je suis vraiment persuadé, c'est que sur l'amorce de ma toute petite expérience de noyade, j'ai vraiment eu envie d'explorer, de faire un peu comme le docteur Raymond Moody, que tout le monde connaît bien, docteur Michael Sabom, il y en a d'autres, Kenneth Ring. J'ai vraiment envie de faire cette enquête.
Et c'est en lisant un livre sur les NDE d'un ufologue américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Brad Steiger. J'en avais parlé dans les Walk-in. Oui. Et ce monsieur, à un moment donné, a fait, dans son livre, il a repris des témoignages aussi de personnes qui vivent des EMI, expériences de mort imminente, que j'aime pas beaucoup. Même NDE, Near Death Experiment, j'aime pas trop ce mot. Pour moi, il y avait véritablement un détachement d'un principe spirituel qui quitte le corps, souvent au niveau de... Il y a une concentration d'abord d'énergie qui se fait souvent au niveau du cœur, au niveau central, où il y a la mémorisation des choses, il y a une remontée vers la gorge et il y a une sortie de corps. Et donc, je crois vraiment à ça. On vit ça. On emporte avec soi les expériences positives et négatives d'ailleurs de sa vie, qui vont d'ailleurs conditionner ce qu'on va voir juste après la mort. Si on a beaucoup de charges spirituelles positives, je l'ai dit dans certaines vidéos, on a beaucoup plus de chances d'explorer des dimensions qui sont beaucoup plus loin. Si on a une petite charge spirituelle amassée dans sa vie, on verra peut-être des choses moins gaies. Et si on a des expériences aussi qui nous traumatisent ou qui nous troublent, il n'y a aucune raison qu'au moment de la mort, cela change profondément. Et effectivement, je pense que on en a parlé un petit peu hors caméra, on peut vivre des expériences de NDE ou EMI négatives. Ça peut arriver. Absolument. Mais la plupart du temps, on va quand même dire que les gens gardent un excellent souvenir et un souvenir très vif de ces expériences-là. Et donc Brad Steiger, pour revenir à lui, il a fait une comparaison, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui aussi, entre d'un côté les NDE et d'un côté les enlèvements extraterrestres. C'est assez curieux. Oui, parce qu'apparemment, bon, si j'ai bien compris, les abductions, certains témoignages parlent qu'effectivement, ils n'ont finalement pas réellement... que le corps physique n'a pas réellement quitté l'endroit où il se trouve. Ce serait apparemment une abduction, comment est-ce que je vais dire, en astral. Apparemment, l'abduction finalement extraterrestre, les enlèvements dits extraterrestres, finalement, ils ne viendraient pas vous enlever en tant que corps physique, mais en tant que corps astral. C'est beaucoup plus subtil que ça, apparemment. Donc, la première chose qu'on peut dire aussi, c'est que par après, j'ai vécu ce qu'on appelle aussi des... Ce n'est plus une NDE, mais j'ai fait ce qu'on appelle des expériences, on va dire, c'est pas de sortir du corps, vraiment, mais de sophrologie très profonde, où je me suis mis dans des états très profonds, entre autres pour, je voulais un petit peu connaître mes vies antérieures, quelque chose aussi dont j'ai déjà dit, je crois véritablement qu'on a eu des vies antérieures, qui sont collectées d'ailleurs. Dans le bouddhisme, il y a une âme qui s'appelle Alaya. Cette âme Alaya, c'est l'âme qui collecte. C'est le même mot que Himalaya. Himalaya, ça veut dire le magasin de neige. Et Alaya, c'est une partie de notre mémoire en nous qui collecte la connaissance de toutes nos vies antérieures. Évidemment, dans cette vie-ci, on n'en a pas vraiment accès, sauf dans des cas justement de régression sous hypnose ou bien de profonde relaxation. Ou alors on peut revoir les images qu'on a collectées de vies antérieures. Ou alors il faut être un tulku ou bien une grande âme qui peut voir ses vies antérieures, qui les connaît. Mais ou sinon, évidemment, tout ça est un petit peu occulté. Pourquoi ? Parce qu'on doit vivre profondément cette vie. Tu vois ? On ne va pas se charger, j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, de plein de milliers d'informations. On doit vivre pleinement cette existence. Donc, il se fait que, voilà, on boit le fameux feu violetté pour un petit peu oublier toutes ces vies antérieures. Mais ça existe. Comme un livre où il y a plusieurs chapitres. On est un livre, il y a encore des chapitres à écrire dans d'autres vies. Si on se réincarne, si on reprend naissance, on écrira encore d'autres chapitres. Donc pour l'instant, dans cette vie-ci, on vit un chapitre bien précis. Mais on a vécu d'autres chapitres. Et à certains moments donnés, on peut avoir accès à cette mémoire de vie, à des NDE, même de chrétiens. C'est assez curieux, de personnes qui sont chrétiennes, qui au moment de leur NDE, ont revu non seulement des faits, comme j'ai dit là tantôt, où on résume vite cette vie-ci, mais ils ont aussi vu des morceaux de leur vie antérieure. J'avais un garçon qui s'appelait Alain, qui était d'ailleurs un ufologue, et qui avait eu un accident de moto. Et il dit à un moment donné, quand j'étais mort, je me suis vu sur la chaussée, donc en décorporation, et puis j'ai vu comme un kaléidoscope, vous savez, le petit jeu pour les enfants là qu'on met devant les yeux. Les paillettes. Avec toutes les paillettes. Il a dit, j'ai commencé à voir un petit peu donc, ce que moi j'ai vécu, des extraits de cette vie-ci, mais en plus de ça, j'ai vu des extraits de mes vies antérieures. Et j'ai compris qu'il y avait un lien entre cette vie-ci et mes vies antérieures, un peu comme un jeu de domino. Il y a un lien d'effet. Donc, on s'était un peu perdu, mais Alexis, donc tu disais que d'un côté, oui. Voilà, donc tu as raison. Donc, dans les NDE, on peut aussi en vivre dans des états de relaxation. Oui. Et j'ai collecté beaucoup de textes anciens où on voit qu'effectivement, il y avait des personnes, ils étaient à un moment donné dans leur lit. On voit ça même dans le livre d'Enoch. Enoch est dans son lit. Il y a par exemple Joseph Smith,
il est dans son lit aussi. Il y a d'autres, j'ai collecté beaucoup de textes comme ça. Il y a même des textes de Plutarque, où on voit que les personnes sont dans leur lit et ils sont dans une sorte de profond sommeil. Donc ils ne vivent pas vraiment une NDE. C'est ça. Et à un moment donné, ils aperçoivent, par exemple, un être au bout de leur lit, souvent vénérable. Et souvent, c'est très curieux, la phrase qui dit, c'est « n'aie pas peur ». Souvent, c'est un mot qui dit, on trouve ça dans les apocalypses, aussi des apocryphes, des apocryphes de l'ascension du prophète Isaïe, par exemple, l'ascension du prophète de Moïse. On trouve toujours un être qui vient chercher la personne, qui est alitée, qui est dans son lit. Et il extrait cette personne, même dans le texte de Plutarque, il voit un vieillard, souvent très beau, très honorable, et ils vont faire un voyage cosmique. Et alors, pour ceux qui aiment bien l'histoire, je dis quand même que dans la Terre plate, souvent, ils traversent ce qu'on appelle les sphères. Et ça, c'est très curieux parce qu'on voit dans des textes anciens des gens qui, effectivement, en sortant de leur corps, voient la sphéricité de la Terre. Voilà, pour revenir un peu sur l'histoire de la Terre plate. Donc, en tout cas, Carl Gustav Jung, par exemple, quand il a vécu sa NDE, d'une crise cardiaque, il dit qu'à un moment donné, il s'est élevé au-dessus de sa ville, élevé, et puis il dit qu'il a vu toute la Terre. Il décrit même qu'il a vu l'Inde, il dit qu'il voyait les déserts et tout ça en très très haute décorporation, évidemment, à ce moment-là. Et puis, il y a un voyage cosmique qui se fait. Il y a même des gens qui vont très très loin, comme ça, qui traversent... il y a un texte de Camille Flammarion, où il décrit ça, où il va même jusqu'à la constellation de la Vierge. Donc, donc il y a vraiment des grands voyages cosmiques comme ça qui se font. Ou alors, évidemment, le fameux tunnel qui semblerait être une sorte de passage rapide vers d'autres dimensions. Et donc... ce n'est pas toujours un moment d'un arrêt cardiaque ou d'une noyade. Il y a aussi des gens, quand ils se mettent dans les profondes... Méditation, éventuellement ? Méditation, on est capable de faire ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des voyages astraux. Et effectivement, dans les cas des NDE, ce qui se passe, c'est pas que... ça peut arriver, je ne dis pas, dans le cas des abductions, les gens ne disent pas, tiens, j'étais dans un parc, je me promenais, tout d'un coup, il y a des extraterrestres qui sont venus me tirer par les cheveux. Non, souvent, ce sont des femmes, souvent, même des hommes. Il n'y a pas du tout que des femmes, qui sont... également alitées. Donc elles sont dans leur lit et elles disent à un moment donné qu'il y a effectivement des êtres qui viennent les chercher. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Florence, je ne vais pas dire son nom de famille, qui a écrit une thèse quand même d'ethnopsychiatrie, donc où elle a retrouvé dans toutes les cultures, au Japon, en Chine, d'ailleurs j'ai essayé de rechercher ces textes aussi dans le Maghreb, beaucoup de femmes marocaines d'ailleurs ont très peur de ça, où il y a effectivement ce qu'on appelle les fameux visiteurs nocturnes. Qui viennent. Il y a même des gens, par exemple des femmes marocaines, qui se protègent, qui mettent des objets pointus dans leur lit pour éloigner les visiteurs nocturnes. Donc ces visiteurs nocturnes viennent chercher des personnes dans leur état de sommeil. C'est très curieux. Ouais, ce qui est de plus en plus curieux, c'est surtout qu'en fait on se rend compte que ces personnes qui sont comme ça enlevées ne sont pas des personnes qui sont forcément, on va dire, dans la matière de l'ufologie comme toi et moi. Ce sont surtout des personnes qui généralement ignorent un petit peu tout ça, et donc je peux comprendre que les faits encore plus saisissants, on va dire, quand ça leur arrive. Bon, je souhaite ça vraiment à personne parce que bon, là on rigole, mais c'est vrai que c'est quelque chose de relativement quand même traumatisant. On voit d'ailleurs très très bien cette représentation aussi dans le film Communion, tiré du fameux bouquin, dont je ne sais plus l'auteur, mais enfin c'est pas grave, et on voit effectivement que l'acteur principal se fait enlever en pleine nuit, et voilà, il y a une grande lumière qui arrive, et justement il y a cette fameuse lumière, encore une fois, qui arrive, qui éblouit, exactement un peu comme dans l'NDE, qui est une lumière qui, pour le coup, on le sait, d'après les témoignages, c'est une lumière quand même apaisante. Là, pour le coup, c'est pas du tout apaisant, c'est plutôt traumatisant. Et je reviendrai aussi sur l'exemple de la fameuse, disons, on va dire psychothérapeute, enfin en tout cas celle qui a fameusement étudié la problématique des esprits, tu sais, qui s'attachent à un corps. Edith Fior, je pense que tu connais, qui a écrit effectivement une histoire par rapport à une fille qui s'appelle, je ne sais plus, Sandy, qui donc a vécu une sorte d'enlèvement, en même temps une sorte d'NDE. Elle était devant la télévision s'éteint, et là une lumière effectivement lui apparaît. Elle décrit qu'elle quitte son corps physique, pourtant elle sent qu'elle a encore un corps autour d'elle, mais son corps physique, elle le voit dans le divan, elle quitte ce corps, elle est enlevée effectivement, à ce moment-là, apparemment, par des êtres, on va dire des sortes de petits gris,
des êtres assez courts sur pattes, on va dire, avec une grosse tête, enfin un peu toujours la même chose, quoi. Elle est de nouveau alitée, on lui fait des examens assez douloureux, et tout d'un coup, hop, elle revient dans le divan, la télé refonctionne, et c'est comme s'il n'y avait rien eu, quoi. Il y a vraiment eu comme un temps manquant, un temps d'absence, enfin c'est quand même quelque chose de quand même relativement traumatisant. En fait, pour compléter tout ce que tu dis, Oui. et on va arriver à des choses très importantes, c'est que dans un premier temps, j'ai surtout travaillé sur des forums américains. Et puis, au bout d'un moment donné, voilà, j'ai collecté pas mal de témoignages qui ont fait aussi que des gens m'ont contacté, même des David Hopkins et tout ça, parce que je collectais pas mal de témoignages. Et puis, j'ai commencé à collecter les témoignages en francophonie. Donc, dans nos pays, il y a des personnes, peut-être certains vont nous contacter suite à cette émission, pour nous dire « j'ai vécu cela ». La première chose que je voudrais dire, c'est qu'en analysant un petit peu, j'ai quand même remarqué quelques points communs. Souvent, malgré tout, David Jacobs en parle, il y a quand même un lien avec le monde militaire. Souvent, quand on creuse un petit peu, oui, il y a quand même beaucoup de personnes qui curieusement, ont un lien soit de famille ou quelque chose comme ça avec le monde militaire. Je dis ça, je dis rien. C'est une thèse, en tout cas, qu'il faudra approfondir. Intéressant. La deuxième chose que j'ai quand même analysé beaucoup, c'est qu'il y a quand même certaines personnes qui font partie de certaines familles. Comme s'il y avait une recherche d'un certain ADN. Souvent, ce sont des familles allemandes, anglaises, des grandes familles en général. Voilà. Donc on le sait, il y a des gens qui disent aussi qu'il y aurait des familles qui auraient une ADN ou en tout cas un sang assez particulier. Une sorte de lignée. Voilà. Des sortes de lignées. Apparemment, il y aurait un lien avec le monde militaire et ce monde de certaines lignées, de certaines familles, souvent des familles hollandaises, surtout allemandes et irlandaises, écossaises. Voilà, donc ça c'est assez curieux, en tout cas sur l'Europe, et évidemment aux États-Unis, puisque toutes ces familles, bien sûr, ont voyagé vers les États-Unis à un moment donné ou à un autre. Donc on dirait qu'il y aurait une sorte de ciblage qui se fait, soit des personnes proches de milieux militaires, soit de personnes quand même qui font partie de certaines lignées. Maintenant, quelque chose quand même, tout à l'heure on a dit que c'était dans le monde peut-être de l'onirisme, du rêve, mais il y a des traces concrètes. Donc il y a des jeunes filles, par exemple, qui avaient des traces, des triangles parfaits, tout d'un coup une tache de triangle parfait sur leur corps. Et bien sûr, il y a des gens qui ont ces implants. Ce n'est pas du tout une blague. Non, du tout. Il y a des gens même qui a un étudiant qui était un Suisse qui avait réussi à retirer son implant et il avait étudié parce que lui-même avait dans son université des choses à disposition et il avait remarqué que c'est exactement la même matière qu'on emploie pour les implants dentaires ou pour les piercings. Donc ce sont une matière en tout cas qui est hypoallergique. C'est ça qu'on dit, qui crée peu d'allergie en fait. Oui, d'accord, c'est ça. Donc qui est bien tolérée par le corps. Et il y a même certaines personnes qui ont remarqué que les implants pouvaient se déplacer. Et dans mon étude, ça c'est une hypothèse, hein. Ce n'est absolument pas une certitude, il faudrait que d'autres ufologues confirment ou refassent des études plus approfondies. Il y a quand même les implants seraient plutôt répartis du côté gauche du corps humain que du côté droit. Et plutôt sur ce qu'on appelle les fameuses lignes des méridiens, donc les fameux méridiens que l'on connaît bien dans la médecine chinoise. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont, au niveau de bambous perforants, ou bien de l'accueil des parfums, ou bien de la grande barrière, donc vraiment à certains endroits du corps qui suivraient les méridiens, que les Chinois connaissent bien sûr, ou dans l'acupuncture, ou la digitopressure. Donc là, on retrouve ça, c'est assez curieux. Mais donc, on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont que dans le rêve. Il y a même deux personnes, dont une personne qui vit aux Philippines et une autre aux États-Unis, qui m'ont donné, ils ont pu réaliser avec leur appareil, leur GSM, ils ont pu prendre des photos de l'intérieur de l'OVNI. Alors j'avais soumis ça à des ufologues qui, bien sûr, ont bien rigolé en disant que c'était des images prises dans un sous-marin. Bon, ça. Mais donc, je vais dire, ce n'est pas que de l'onirisme pur. Non. Les gens reviennent avec des traces, et souvent, malheureusement, les personnes qui ont vécu un enlèvement extraterrestre ont envie de témoigner. Mais à des personnes compétentes, pas à tout le monde. Ils ont envie de trouver une oreille attentive d'une personne qui est vraiment dans l'écoute de leur vécu, parce qu'en fait, ils vivent beaucoup de souffrance. J'ai dit qu'il y avait des implants dans le nez, ça crée des sinusites. Il y a des personnes qui vivent de la fibromyalgie. Et comme dans le cas des NDE, des gens qui, après des abductions, ont des flashs du futur, ou qui dérèglent, impossible d'approcher un ordinateur. La télé se dérègle, impossible de porter une montre, les montres se dérèglent.
Donc c'est quand même des choses très concrètes. Et ça amène pour certaines personnes comme une certaine souffrance. Plus que dans les NDE. Dans les NDE, en général, il y a, je veux dire, des répercussions positives. Dans le cas des enlèvements extraterrestres, les gens sont en souffrance souvent. Il y a une incompréhension, il y a l'impression que leur vie a été bousculée, il y a une impression parfois de viol ou de choses pénibles vécues. Et voilà, ça crée quand même plus de problèmes et la mémoire est moins vive. Et il y a des flashs, il faut les retrouver. Oui, c'est ça. Donc souvent, là, les gens sont obligés de faire des petites régressions aussi sophrologiques, de l'hypnose. Moi, je préfère la sophrologie que l'hypnose. On doit les remettre dans un état où ils peuvent se remémorer ce qui s'est passé. Tandis que dans le cas des NDE, ce qui se passe, c'est chez eux, la mémoire est très très vive. C'est beaucoup plus vif qu'un rêve, par exemple. Même un rêve très très fort, la mémoire d'une NDE, d'une EMI, donc d'une mort clinique, est très 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 vive. On se rappelle de tout. Les couleurs ont été remontées, les sons ont été remontés, on se rappelle que la vision a été beaucoup plus large. Le troisième œil, parfois, est aussi développé. Tous les sens, dans le cas d'une NDE, une impression de connaissance intégrale, comme si on avait le savoir qui arrivait vraiment massivement Absolu, en nous. Hein, comme si on pouvait toucher cette bibliothèque akashique vraiment très fort. Hein, on voit aussi des cités de lumière, par exemple, des gens qui arrivent dans des beaux jardins et au bout, ils voient des cités de lumière. Je suis persuadé qu'un jour, on y arrivera à ces cités-là, et même dans des états, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, beaucoup plus loin que ça. Pour les gens qui ont vraiment travaillé leur recherche spirituelle, il y a moyen d'aller très très loin. En fait, on est appelé à aller vers le point oméga, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé, on est appelé à aller très très loin, très très loin. Oui, d'ailleurs, on a fait une interview avec Margret sur les NDE dites négatives, en tout cas. Alors, paraît-il justement que de l'autre côté, hein, dans ce fameux tunnel, il y aurait des leurres. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler de tout ça. Il y aurait effectivement aussi un très 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 bon auteur que Margret a justement interviewé, Wayne Bush. Vraiment, je recommande un petit peu d'écouter ce qu'il dit. Lui, il se base un peu sur la gnose, justement. Qu'effectivement, on serait entouré d'être plutôt malfamé, on va dire, dans d'autres dimensions. Je crois qu'il y a cette notion aussi de d'autres dimensions où le temps n'existe pas de nouveau. Et c'est ça qui est finalement assez proche des expériences de mort imminente. Et voilà, il y a un petit peu toutes ces notions de l'heure, apparemment, où il y aurait effectivement des personnes dites avoir été entraînées à aller dans telle ou telle porte. Parce que oui, il n'y a pas qu'une porte, paraît-il, il y aurait plusieurs dimensions. On pourrait choisir effectivement celle où on veut aller. Il n'y a pas que ce tunnel de lumière, il faudrait peut-être même faire limite attention, parce que lui-même serait un leurre. Enfin voilà, il y a toute une... Alors tu vas me dire, tout ça c'est très complexe parce que naturellement il faudrait qu'à l'heure même, l'heure H où on passe effectivement de l'autre côté, qu'on se rappelle de tout ça, que l'âme se rappelle de tout ça, que finalement on puisse contrôler toutes ces dimensions, se contrôler ce fameux, disons, au-delà. Mais voilà, il y a énormément de choses. Ici nous sommes même dans une dimension, dans un grand rêve, paraît-il. Et donc, effectivement, il y aurait également, comme ici-bas, des leurres de l'autre côté. Est-ce que tu as déjà entendu parler de tout ça, Thierry ? Tout d'abord, je voudrais dire que pour moi, les NDE, c'est quelque chose d'authentique. Il y a par exemple des personnes qui ont vécu une NDE et ils rencontrent une personne qui leur dit, par exemple, j'étais ton frère, j'étais ta sœur. Bon. Et puis, la personne dit, mais moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, tu vois. Et puis, souvent, quand ils reviennent, ils interrogent leurs parents et ils apprennent qu'effectivement, ils ont eu un frère ou une sœur qui est mort en bas âge. Donc, je veux dire que les NDE, pour moi, c'est quelque chose qui est certain. Concret. Je veux dire, il y a assez de preuves et d'éléments. Tous les gens qui m'ont raconté, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. Et donc, pour moi, je veux dire, les NDE, ce n'est pas de l'onirisme. C'est quelque chose de concret que l'on va vivre. D'ailleurs, on va tous le vivre à un moment donné ou à un autre. Alors bon, moi je suis chrétien, je l'ai déjà dit, mais dans le bouddhisme, parce que je m'intéresse beaucoup au bouddhisme, on dit qu'effectivement, au moment de la mort, il y a différents types de lumière qui peuvent se manifester, et ils en citent 6 types de lumière différents. Il y aurait 6 mondes différents. Et effectivement, d'après notre état psychologique, la charge psychologique, la psyché, l'âme, s'est nourrie de choses sur cette terre. On va être attiré plus, un peu comme on va dire un insecte est attiré par une fleur ou une autre, vers un type de lumière. Et effectivement, il y a des mondes qui sont dangereux. Il y a par exemple les limbes, où on dit que c'est les esprits avides, ils sont. Et si on est attiré par ce type de lumière, évidemment, on peut tomber dans des mondes que j'ai appelés les mondes inférieurs, les infernum. Et puis, il y a des mondes, évidemment, qui sont supérieurs. Le tout, c'est au moment de la mort, c'est dans quel état on est. Voilà, c'est ça. Donc, si on est dans des états troublés, donc si j'ai bu beaucoup d'alcool avant de mourir, que je suis avec de la drogue dans mes veines, il est possible que je n'arrive pas spécialement dans des mondes très lumineux. Donc,
comme j'ai dit dans ma vidéo sur le travail à faire, dans le type de sentier, peu importe, ça peut être une voie chrétienne, un doux, peu importe, il y a un travail ou autre, hein, libre, hein, voilà, il y a des autodidactes. On doit essayer de progresser et d'augmenter sa charge spirituelle pour qu'au moment de la mort, on puisse faire une envolée, en fait. S'envoler très très haut. Et donc voilà, c'est d'après les conditions des choses que l'on va amasser dans cette vie, qu'on va y arriver en tout cas. Et donc maintenant, quant à dire qu'il y a des mondes très dangereux derrière, probablement que oui, mais je veux dire, le tout c'est de ne pas y aller. Oui, c'est ça, on peut le savoir sans pour autant se baser là-dessus, et puis de toute façon avoir peur, puisqu'on sait bien que la peur est une émotion quand même relativement négative qu'on peut contrôler. Et effectivement, si on arrive à contrôler toutes ces émotions, contrôler finalement comme on l'a déjà dit dans une vidéo, où finalement on prépare, on va dire, ce passage, hein, cette mort, entre guillemets, de notre vivant. Voilà, je crois qu'on n'est quand même pas ici sur Terre pour rien, on a un travail à faire, et encore une fois, c'est intéressant de se dire que ce travail doit être le plus accompli possible. En tout cas. Maintenant, pour revenir un petit peu à ça, il y a quand même des choses très bizarres dans le cas des abductions. Il y avait quand même une personne, Suzanne, là, qui vivait du côté de Washington, et un autre aussi, Harry. Ils ont réussi à prendre d'abord une photo d'un ovni. Ils ont réussi à prendre une photo. Ils m'ont montré des triangles noirs d'ailleurs. L'autre c'était une sorte de boomerang. Hein. Et puis après, les personnes ils rentrent chez elles avec cette photo d'ovni, et puis ils vont dans leur lit et ils vont dormir. Et dans la nuit, ils ont l'impression d'être enlevés. Et ils racontent des choses vraiment incroyables. C'est-à-dire que, comme tu as dit là tout à l'heure, les lois physiques ne sont plus les mêmes. Ils entrent une petite porte. Et puis, quand ils ouvrent cette petite porte, ils voient une petite pièce. Et puis, quand ils sont dans cette petite pièce, tout d'un coup, elle est énorme. Oui. Hein, c'est des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont parlé que quand ils sont arrivés dans l'au-delà, parce que c'est un autre au-delà pour moi, une autre dimension, ils étaient baignés dans une sorte de lumière bleue, bleu cobalt. C'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages. C'est des choses qui sont peu connues. Et donc, c'est pas trop marqué dans la littérature. Et quand il y a une personne qui dit oui, tout d'un coup, j'étais baigné dans une lumière bleu cobalt, maintenant je viens de le dire. Puis une autre personne raconte le même type de récit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière bleu cobalt? C'est étrange que l'un me raconte ça et l'autre me raconte ça aussi. C'est vraiment très étrange. Et ce n'est pas toujours des êtres qui sont des petits gris, hein. Pas toujours, non, pas du tout. Il y a des gens qui sont face à des êtres plutôt de type même presque angélique, des grands blonds, des êtres de lumière. Il y a même des gens qui racontent des créatures très très étranges. Hein. Ça peut être aussi des sortes de moines avec une sorte de cagoule. Oui. Il y a des gens qui disent voir des sortes de mantis, des sortes d'insectes. Donc c'est très très varié les NDE. Ce n'est pas du tout que limité en tout cas aux petits gris. Pas du tout. Il y a vraiment une grande gamme de créatures. Et donc on ne devrait pas tout simplifier, tout mettre dans un cliché d'abduction par des petits gris. Exactement. Donc en fait, alors c'est très bien de nous apporter effectivement ces théories, qui n'en sont pas, on est bien d'accord. Hein. Y a énormément de témoignages dans le monde qui ont été faits justement par rapport aux abductions, aux enlèvements, effectivement, aux EMI, donc aux NDE. Et quelle que soit la culture, comme je le dis à chaque fois, quel que soit effectivement l'endroit géographique, et là donc tu as effectivement deux petites anecdotes quand même, et pas des moindres, à nous conter. Voilà, je vais te raconter deux histoires, donc une plutôt sur les abductions et une qui est plus proche donc des NDE. La première, on faisait partie de ce qu'on appelait des Gungru. Gungru, ça veut dire l'équipé au sol. Et à un moment donné, c'était dans les années 90, il y avait ici à Bruxelles un groupe qu'on appelait le groupe Q. Comme le Q. Hein? Je ne sais pas, tu vois le personnage dans Star Trek, Q. Oui. Hein? Ça veut dire question, quanta, quantum, quantique. Ça s'appelait un groupe Q. Il y avait des groupes Q dans le monde entier à l'époque. Il y en avait au Japon, il y en avait en Amérique, en Allemagne. Et on faisait des séances où, en fait, on était en contact avec, on va dire, avec l'Afrique du Sud. D'accord. Et on faisait tous les mois une petite réunion. Et on pouvait, soi-disant, à l'aide de Radio CB, communiquer avec des extraterrestres qui étaient soi-disant en orbite autour de la Terre. Et on leur posait des questions très très curieuses. Et un jour, par exemple, ils nous ont prédit une petite catastrophe. Et voilà, 2 jours après à la télévision, on est tous tombés par terre parce que c'est la catastrophe qu'ils avaient prédit. Hein. C'est comme si ils avaient par exemple maintenant prédit la catastrophe en Grèce. Attention, il va y avoir un incendie. Voilà. Ils avaient prévu quelque chose comme ça. Et après, on s'est tous téléphonés pour dire, mais mon Dieu, c'est ce qu'on a entendu. Et à un moment donné, ils nous ont dit, voilà, écoutez, pendant la nuit, on va venir vous chercher, sortir votre corps astral, hein, qui veut dire d'ailleurs astre, astral, les astres.
éthérique. Bon. Et on va venir vous chercher comme ça et on va vous emmener dans des discussions. Et on va vous donner des symboles qui ressemblent assez peu. Le symbole que j'ai reçu, curieusement, à l'époque je n'étais pas encore initié au Reiki, c'est un symbole qui ressemble très très fort à un symbole du Reiki. Qui vient aussi, il faut le savoir, le Reiki, les symboles du Reiki viennent aussi de, je veux dire, un bouddhisme qui est ésotérique au Japon, qu'on appelle le Mikyo. Donc voilà, le Reiki vient de ça. Hein. J'en ai déjà c'est le Shingon, le Tendai, ce sont des enseignements ésotériques. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait l'âme Alaya, mais on a aussi l'âme Amala. L'âme Amala, c'est l'âme pure, qui est dégagée de tout. C'est l'âme vide, c'est notre virginité originale. Donc voilà, quand les gens qui vivent l'éveil, normalement, doivent toucher cette âme pure, cette âme vierge. Donc il y a Amala et il y a Alaya. C'est deux âmes très différentes qu'on nous enseigne dans le bouddhisme ésotérique. Et donc là, effectivement, on devait faire, à l'époque, c'était une sorte d'activation du chant Merkaba. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent encore de ça. La Merkaba, c'est de nouveau dans la Kabbale, c'est le char d'Élie. Hein, Élie qui va aussi faire son ascension. Enoch a fait son ascension, Élie a fait son ascension. Donc il y a tous ces récits d'ascension qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les textes taoïstes, où on voit des personnages, des rois, un roi qui avait un grand royaume, par exemple, dans un texte taoïste. Et puis il y a un être de nouveau, mystérieux, angélique ou quelque chose comme ça, qui vient chercher ce roi et qui lui fait faire une ascension, et la personne se rend compte qu'il était très fier parce qu'il possédait un grand royaume, et au fur et à mesure qu'il va faire son ascension vers le ciel, hein, vers les sphères les plus célestes, il va se rendre compte que son royaume est tout petit. Et à un moment donné, il voit même la Terre, et la Terre après devient tout petit comme un grain de poussière, tellement il s'éloigne dans l'univers. C'est très curieux. Et d'ailleurs, quand il revient de son voyage, dans ce texte taoïste, le temps, il revient et sa cour a vieilli. Lui, il a fait une fraction de seconde hein, dans son ascension, et quand il revient, toute sa cour a vieilli. Donc il se rend compte aussi que la vie n'est pas grand-chose, que les gens vieillissent, et que les choses que l'on pense posséder, ce n'est rien. Non. Hein, on peut avoir une grande villa, je suis désolé, par rapport à la grandeur de l'univers, ce n'est rien. Donc je me suis perdu dans mes explications. Donc effectivement, il devait venir donc prendre vos âmes éthériques apparemment. Ah oui, voilà. Donc on est parti comme ça, et on a reçu tous des symboles. Et ce qui était curieux, c'est que quand on est revenu, on a tous dessiné nos symboles, et la réunion suivante, on se les a montrés les uns à les autres, il y avait des symboles communs. Et ça, je suis désolé, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Pour moi, on a vraiment été transportés ailleurs. Et là, c'était des êtres qui étaient plutôt de nature... Bon, moi, je me méfie parfois des grands blonds aussi. Hein. Il faut faire attention à des théories là-dedans. Dans les grands blonds, tout n'est pas... Il y a à boire, il y a à manger dans les grands blonds. Bien sûr. Hein, il ne faut pas parce qu'ils sont grands blonds qu'ils sont gentils. Oui, voilà. Mais là, c'était des êtres plutôt, on va dire, des Pléadiens. Ouais. Et en fait, le nom de cette caste, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'ufologie, c'est ce qu'on appelait le cas des Koldassiens, qui est un cas qu'il y a eu en Afrique du Sud. Voilà, donc ça, c'est une première petite expérience qu'on ne s'est jamais expliquée. D'ailleurs, le groupe s'est très vite dissous. Après ce type d'expérience, il y a des gens qui ont dit qu'on était manipulés par des services secrets. Il y a des gens même... Dans quelles années à peu près ça? Oh, c'était dans les années après 96, 97, 98. Il y a des gens qui ont dit qu'on était... Évidemment, il y avait même des chrétiens qui ont dit qu'on était manipulés par des démons. Et voilà. Donc le groupe s'est très vite dissous comme d'habitude, à cause de la peur de ça. Ah, ça. Et on n'a jamais eu la conclusion de tout ça. Jamais. C'est dommage. Et... tout à l'heure, j'ai dit qu'après ma noyade aussi, j'avais envie de connaître un petit peu, par rapport au livre de Brad Steiger qui parlait des vies antérieures, j'avais envie de retrouver mes vies antérieures, et j'ai fait une soirée ou une journée, c'est pris toute une journée d'ailleurs, du matin jusqu'au soir, une journée chamanique. Évidemment, il y a quelque chose d'obsédant là-dedans, parce que c'est avec des tambours, un peu des tentes de sudation, des choses comme ça. Et il y a quelque chose de très très obsédant. Hein. Au bout d'un moment donné, ça tourne un peu. Tout à fait. Oui. Et voilà, on part un petit peu. Et au bout d'un moment donné, je me suis senti aspiré, effectivement, dans une sorte de couloir, où effectivement, Michel, que tu as interviewé, Michel Smeerters, hein, hélas, qui nous a quittés, m'a dit la même chose. Michel Dieu. Ou bien Marguerite disait justement, dans ce couloir, effectivement, il y a des sortes de portes. C'est ça. Et moi, je voyais comme des tableaux, je ne sais pas si tu as des tableaux ici, hein, des tableaux, mais quand on va dans un musée, ces tableaux sont figés, d'accord ? Oui. Hein, si je vois un tableau, par exemple, je ne sais pas moi, d'un grand peintre, Rembrandt, ou peu importe, c'est figé. Là, ce tableau était en mouvement, c'est comme si je voyais des tableaux qui bougeaient. Et j'ai compris que les tableaux que je voyais, je ne dis pas que j'ai vécu à ces époques-là, mais il y avait quelque chose qui impacte sur ma vie présente. Un petit peu comme des extraits d'un film, d'une vie passée ? Ce n'était pas certain que j'avais vécu dans ces vies-là, mais
je vais dire, ce n'était pas sans rapport avec ma vie. D'accord, ok. Parce qu'en fait, tout l'univers n'est qu'un grand chaînon. Absolument. Dans les vies antérieures, on n'est pas toujours obligé de l'avoir vécu. Il se peut qu'une cellule, ce qu'on appelle les chromosomes mémoire, vienne se réveiller à un moment donné. Hein. On est constitué de tellement de choses, hein, notre corps. Et puis, quand je suis arrivé là, j'ai rencontré un être qui me dit « Je m'appelle Origène ». Origène, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des pères de l'Église de l'école d'Alexandrie, hein, qui n'a jamais été reconnu par l'Église catholique comme étant saint, parce que ce monsieur nous parle de choses très extraordinaires au niveau du christianisme. Dans le christianisme, il nous parle de la réincarnation, de la préexistence des âmes. Bon, ce n'est pas vraiment la doctrine officielle de l'Église, mais c'est quand même l'école d'Alexandrie, qui était un des grands centres chrétiens, avec Antioche, avec Jérusalem. Il n'y avait pas que Rome. Il y avait 5 centres. Il y avait Antioche, il y avait Alexandrie, il y avait Byzance. Enfin, il y avait plusieurs centres chrétiens. Il se fait que Rome a pris une prédominance, mais l'école d'Alexandrie est une grande école des pères de l'Église. Et il me dit, je suis Origène, et il me dit, il était justement, il me paraissait brillant comme de l'or. Et il me dit, je suis Origène. Ça m'a toujours troublé. Et puis il m'a dit, écoute, je vais te mener te montrer voir une grande cité. Et cette cité avait des portes ouvertes, comme Saint Jean dit dans l'Apocalypse. Et il y avait beaucoup de gens qui entraient dans cette cité. Je voyais du monde et il me dit, chacun va apporter le trésor de sa vie personnelle. L'or, justement, qu'il a accumulé de ses expériences, il va amener ça dans cette cité et partager avec les autres. Et il m'a fait comprendre que l'or que j'apportais, c'était cette vie-ci, cette vie présente, mais aussi l'accumulation, j'en ai parlé, cette alaya de mes vies antérieures. Et que j'aurai encore des expériences futures. Donc le petit Thierry n'est qu'un petit chaînon d'une chaîne beaucoup plus large. Et voilà, et toi aussi, Alexis, tu as possédé des vies antérieures, et tu vas porter tous ces trésors, vont s'apporter les uns aux autres, et je vais dire finalement, au bout d'un moment donné, quand on sera très 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 évolué, tes expériences et mes expériences, je ne dirai plus c'est mes expériences. Non. Et toi, tu vas plus dire c'est mes expériences. Non, on va mettre tout ça dans un pot commun. Tout à fait. Un petit peu comme quand on est avec des potes dans un café, on veut boire des verres, on a le pot commun. Hein, on met chacun des sous, et puis voilà, on se commande des tournées. Donc, finalement, on se rend compte qu'à un bout d'un moment donné, nos expériences sont très, très, très précieuses. Chaque seconde de nos vies sont des instants très précieux qu'il ne faut pas perdre, ne pas gaspiller. Mais on ne doit pas non plus dire « ça m'appartient », tu vois. Il faut se mettre dans un détachement, ce que des bouddhistes disent l'interdépendance des choses. Et à ce moment-là, les choses qu'on a cumulées, on le met au service de tout le monde. Donc on vit nos expériences pour nous, mais aussi pour les autres. Oui. En plus, c'est ça. C'est la leçon que j'ai retenue de cet être qui s'appelait Origène. Et puis le retour a été très sec. Hein. On revient très sec. Ouais. Et comme disent les gens qui ont vécu des NDE, c'est souvent très décevant parce qu'on replonge dans une matière qui est lourde. On dit souvent que la mort est facile, c'est la naissance qui est difficile. Parce que dans la naissance, on se recompacte dans la matière. Quand on se dégage de la matière, d'ailleurs, c'est assez facile. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce que beaucoup de témoins disent, effectivement, après avoir vécu une NDE, ils regrettent même limite ne pas être restés là-bas, mais en même temps, effectivement, ils ont quand même encore une continuité ici dans cette vie. Et c'est ce que je dis toujours, attendez quand même le moment venu. N'allez pas provoquer tout ça pour aller voir de belles choses, parce que je crois que de toute façon, le suicide, j'en ai déjà parlé souvent, n'est pas une solution en somme pour aller voir un monde meilleur. Et encore une fois, comme tu l'as très bien dit. Oui, on refait la boucle de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que au moment du décès, il ne faut pas croire qu'il y a un miracle. Non. C'est bien sûr, on verra la lumière, tout ça va. Mais on va. Voilà, si on est dans des esprits troublés, on risque fort malheureusement d'arriver dans un monde troublé. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les expériences à vivre doivent se faire ici principalement. C'est quand même un lieu très très important. Et tant qu'on a besoin de vivre des expériences dans la matière, on les vivra. C'est au fur et à mesure qu'il y a ce qu'on appelait, je l'ai dit dans d'autres vidéos, moksha, la libération. Mais pour arriver à cette libération qui est totale, je le répète encore, il faut commencer à se libérer des choses maintenant. Se libérer des tensions, des pressions, se libérer des peurs. Il faut devenir un être libre. Il faut aller vers plus de liberté. Et ça demande quand même, je l'ai dit déjà, du travail. Parce que les autres n'ont qu'une envie, c'est de nous mettre des chaînes. Ça va très vite. Exactement. Les gens veulent directement nous s'accaparer nos vies. Au bout d'un moment donné, il faut dire, écoute, voilà, moi je suis un être angélique, je suis un être libre. Et il faut revendiquer cet esprit libre.
Eh ben, en tout cas, on va donc terminer sur ces paroles de sagesse, j'ai envie de dire, hein. On n'est pas ici sur une chaîne New Age, comme vous le savez. Mais en tout cas, c'est vraiment un grand, grand plaisir de te recevoir. Et puis donc voilà, j'espère que de toute façon tu reviendras bientôt sur la chaîne, parce que je pense que les auditeurs aiment en général tout est sujet, tout est thème. Et donc voilà. Moi, vraiment, je souhaite aux auditeurs effectivement une très très belle saison 4 qui sera, comme vous le savez, tonitruante, je l'ai dit dans le vlog. J'essaierai de vous proposer de plus en plus des vidéos qui vous plaisent aussi, également sur des sujets tels que Thierry nous a effectivement aujourd'hui présenté. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à parler des sentiers du réel autour de vous, à vous abonner. Et moi je vous dis de toute façon à tout bientôt, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!